Certains analystes craignent que le pays de l'éléphant ne produise l'éléphant blanc, c'est-à-dire que l'entretien soit plus coûteux que l'utilité Alors, même de ces infrastructures. moi je pense que ce sera tout à fait le contraire, parce qu'avant ces stades, ces quatre stades, la Côte d'Ivoire était confrontée à un problème justement d'infrastructure sportive pour développer son championnat de football, qui autrefois fournissait de grands clubs jusqu'à aujourd'hui, mais il y avait eu un temps de sous-investissement qui a fait que tous les matchs se jouaient pratiquement à Abidjan. Dans les régions, les clubs n'avaient rien, n'avaient pas d'outils. Écoutez, dans le monde entier, la gestion des stages souvent passe par les municipalités et en même temps par un tiers en privé qui peut venir s'en charger, rentabiliser. Et souvent, ces nouvelles infrastructures vont plus loin que le sport et englobent l'organisation des conférences, l'organisation des salons, l'organisation des expositions, voire même des centres de formation. Donc, je ne me fais pas de soucis dans un pays aussi dynamique que la Côte d'Ivoire pour que ces stades ne soient pas transformés en éléphants blancs. Avant, il y avait même, quand le Gabon a organisé la Coupe d'Afrique, tout le monde s'était posé de telles questions, mais pourtant, les infrastructures qui avaient été construites n'ont pas été délaissées. Au contraire, elles créent de nouvelles opportunités pour le business, pour le tourisme d'affaires, etc. Pourvu juste que les municipalités, les clubs, le secteur privé puissent trouver la bonne formule. Alors, elle crée des opportunités. Tout à l'heure, vous nous avez dévancé hein, Oui. en relayant les propos. Des recettes, non, des recettes, exactement. Donc, que gagne la Côte d'Ivoire dans l'organisation de cette 34e édition? Écoutez, si on vous dit que rien que les recettes, les entrées dans les hôtels, les recettes voyage, vont rapporter un minimum de 1200 milliards de francs CFA. Mais ça reste des prévisionnels encore. Ça reste du prévisionnel. C'est après la CAN qu'on verra. Ça reste du prévisionnel. Tout d'ailleurs comme le fait de dire qu'il y aura 1,5 million de personnes qui vont venir en Côte d'Ivoire pour la CAN. Donc, mais c'est tout le bien qu'on leur souhaite. Qui vont manger de la loco, qui vont aller un peu partout, de la tchéké, qui vont facturer. Qui vont être facturés. Tu vois? Donc, c'est des entrées quand même, des entrées en devises, en CFA, en d'autres monnaies, mais qui vont faire du bien à l'économie. Maintenant, ce qui est intéressant, vous avez relevé tout à l'heure les investissements, 500 milliards, c'est intéressant. Le franc CFA. Le plus intéressant dedans, c'est de dire quelle est la part des entreprises ivoiriennes. Parce que j'ai vu un petit peu au passage que dans les ouvrages, dans les gros ouvrages, vous avez des groupes comme Vinci. Vous avez par contre tout à côté un groupe ivoirien, je pense que c'est le groupe de Fakhouri, qui est l'architecte qui a conçu un peu la basilique de Yamoussoukro. Vous avez aussi, là où il y a eu de petits soucis, c'était le ticketing, la billetterie. Nous y viendrons. Et la personne, l'entreprise qui avait gagné, elle est aussi ivoirienne. Voilà, et elle l'a remporté devant d'autres grandes entreprises internationales même. Vous avez bien évidemment la Chine, qui est partie prenante des infrastructures à travers ces grandes sociétés et qui est fidèle à la diplomatie des stades, comme elle l'est à la diplomatie de la dette. Donc la Chine qui a vraiment mis la main à l'ouvrage pour que la fête soit belle. La question restera toujours de dire, et les petites PME, PMI, qui constituent 95% de nos économies. Je pense qu'au niveau de la restauration, au niveau de l'animation, au niveau des maquis, entre autres, la réponse sera vite trouvée. Mais bon, les supporters, les influenceurs l'ont dénoncé sur les réseaux que plusieurs maquis, restaurants ont été carrément cassés, détruits aux alentours des stades. Et donc, alors que gagnent les PME ivoiriennes dans cette CAN 2023? Alors, que gagnent les PME ivoiriennes? Peut-être, pour revenir peut-être d'abord au départ, quand vous organisez ce type d'événement, il y a toujours la question de business model. Ça, en gros, le terme, c'est-à-dire comment on gagne de l'argent. Et sur ce type d'événement, il n'y a pas mille manières en fait. C'est-à-dire que vous avez gagné l'argent à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, comme Madame a dit, ils projettent de recevoir, vraiment, on leur souhaite véritablement plus de 1 500 000 visiteurs. Ces visiteurs-là, il faut bien qu'ils
ils mangent quelque Se part. loge. Il faut bien qu'ils se logent quelque part. Il faut bien qu'on espère qu'ils feront le maximum d'achats en fait sur place avec avec des produits locaux, avec des produits artisanaux. Donc, vous avez donc des recettes qui vont provenir essentiellement donc un business model qui est basé en fait sur la venue des personnes en fait du moins chez vous. Et ensuite, vous avez donc des ramifications selon les différents canaux en fait du moins qu'on vient d'évoquer là. C'est essentiellement là-dessus. Ensuite, les sponsors, ça c'est plus au niveau de la CAF par rapport à l'organisation, mais c'est vraiment ça en gros. Donc à court terme, je dirais, c'est plutôt moyen, et à long terme, je pense qu'on va pouvoir. Et c'est là peut-être faire la transition par rapport à qui on a réellement bénéficié. Si effectivement le gouvernement ivoirien en fait en sorte que durant cette canne-là, les investissements sur ces 500 milliards-là, il y a une grosse partie, ce que j'espère et je n'en doute pas, sont partis aux PME ou du moins aux entreprises locales, n'en doutons pas que d'ici moyen, long terme, ces entreprises-là, donc grâce à cet effet-là, ils ont gagné des marchés avec des centaines de millions, peut-être voire des milliards, on espère pour beaucoup, vont pouvoir le réinvestir, ils vont pouvoir recruter, ils vont pouvoir finalement développer leur activité. Mais ça, donc du coup, l'État va le ressentir par rapport aux impôts en fait que ces entreprises en fait payent. Donc pour moi en gros c'est le jour d'après. Le jour d'après en fait c'est peut-être ça, peut-être demain qu'il faudrait voir. C'est intéressant. Le jour d'après, tout à fait. Vous savez, la Côte d'Ivoire avait lancé en 2019 un programme de marketing pays. Sublime Côte d'Ivoire. Sublime Côte d'Ivoire. Okay. Donc moi je pense que cette canne c'est une vitrine pour un pays qui met vraiment en exergue son hospitalité, qui montre de beaux paysages, qui montre la diversité culturelle joyeux, une diversité culturelle. C'est-à-dire ça donne envie d'aller en Côte d'Ivoire. Je pense que vous tous, en regardant ces matchs, vous vous dites, mais pourquoi je ne suis pas? Donc je pense que là, c'est une force de frappe qui renaît, parce que la Côte d'Ivoire fut ce qu'elle fut, qui renaît, et cela va permettre d'enclencher auprès des investisseurs en allant vers la Côte d'Ivoire, en allant vers le tourisme, vers la construction de nouveaux hôtels, des structures d'hébergement, des restaurants. Cela va aussi créer un élan justement vers, pour les PME ivoiriennes qui vont employer, qui vont payer des prestations, etc. Et tout. Donc, ça va redynamiser l'économie ivoirienne. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'à long terme, comme vous le dites, l'élan va être maintenu. Voilà, là, c'est ça tout l'enjeu en fait. C'est les politiques publiques, c'est... Effectivement, et c'est là où je dis, c'est-à-dire que si les choses ont été bien faites, je suis d'accord par rapport à Damadi, mais une fois encore, ça c'est les paris. C'est-à-dire que les gouvernements, je pense que cette fois-ci, souvent en Afrique on dit non, qu'ils sont... Cette fois-ci quand même, ils étaient sérieux. Ils ont fait leur part du job. Ça on peut dire. Maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment faits jusqu'au bout? Parce qu'il y a toujours la question. C'est-à-dire jusqu'au bout, c'est en termes de distribution. Et c'est là où peut-être tout à l'heure, juste en fait, je vais revenir. Donc si les PME, on le saura, si les PME ivoiriennes n'ont pas les grands bénéficiaires de ces investissements, mais ce sont plutôt les entreprises chinoises que Adama évoquait au début, les entreprises européennes ou du moins, que sais-je, d'autres nationalités, forcément, ces entreprises-là vont rapatrier en fait leurs bénéfices. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc du coup, là, on saura en fait. Donc du coup, en fait, la prospective, c'est qu'on ne peut pas, au lendemain de la CAN, on ne pourra pas. C'est un an ou 2 ans après qu'on aura du recul, en fait, de moins qu'on pourra uniquement savoir, notamment en termes de recettes déjà. En termes de recettes, cette année, nous sommes en 2024. Les entreprises, j'imagine, il y a une partie qui ont, parce que les travaux ont démarré quand même durant toute l'année 2023, ceux qui ont gagné les marchés, ils vont pouvoir payer les impôts, une partie des impôts déjà en 2024. On a attendu vers la fin, j'imagine, avec les exercices, ou du moins l'intelligence comptable. Donc, certains peut-être vont certainement le reporter en 2024 pour certains, une partie de leurs revenus. Donc, en 2025, qui commencerait en fait à réellement payer potentiellement les bénéfices en fait issus du moins de marchés qui gagnent. Donc, vous voyez, donc c'est uniquement un an qu'on commencera. Et peut-être le temps que les statistiques tournent, si les choses tournent bien, on aura peut-être les chiffres. Donc Adama peut-être demain sera là pour bien surveiller tout ça vers mi-25, fin 25. Donc ce que je dis vraiment par là, c'est en tout cas je souhaite, c'est vraiment le souhait que j'ai, c'est-à-dire qu'à ce stade-là que le local content, comme c'est le mot anglo-saxon que tout le monde utilise, voilà, le local content a pleinement joué son rôle lors de cette canne-là. Une fois encore, le local content, c'est quoi? Et c'est là peut-être, je vais juste, et puis je finis dessus, Adama. Les entreprises, pour moi, ne devraient pas être nécessairement ivoiriennes, du moment qu'elles sont africaines.
Parce qu'un pays, les jeunes pays, même si c'est un pays aussi économiquement avancé dans notre zone qu'est la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de lacunes. Il y a peut-être des entreprises sénégalaises qui auraient pu justement en fait postuler, j'espère aussi, peut-être des entreprises mauritaniennes, entreprises maliennes, entreprises béninoises, togolaises, etc. Mais pour moi, en fait, c'est ce côté panafricain devrait être mis en exergue. Donc c'est bien. Les gouvernements disent effectivement que oui, il faut que ce soit des entreprises ivoiriennes, mais pour moi, il faut que ce soit une PME africaine parce que si je m'installe en Côte d'Ivoire, moi je ne suis pas ivoirien, mais je m'installe en tant que rivaux. Selon les traités, les entreprises de l'IOMOA sont considérées pratiquement comme des entreprises ivoiriennes. Elles peuvent compétir. Très bien. Parce que l'IOMOA même a mis en place son cadre de local content. Les entreprises de la CEDEAO aussi ont beaucoup de facilité dans l'espace CEDEAO. Mais tant mieux. Mais c'est ça, juste en fait, je dis en fait, que l'entreprise ivoirienne, c'est plus une entreprise, forcément, parce que ceux qui contribuent, toutes les entreprises, pas nécessairement de nationalité ivoirienne, mais les entreprises installées en Côte d'Ivoire et qui contribuent à l'écosystème. Il faut qu'il y ait un bon équilibre entre les entreprises étrangères et les entreprises locales. Parce que les entreprises étrangères, elles vont apporter du savoir-faire. Quand tu dis étrangère, c'est hors Afrique, c'est ça que tu veux dire? Hors Afrique. Moi je ne voudrais pas que ça soit une canne fermée économiquement. J'aimerais bien qu'il y ait l'apport d'un mix de l'étranger, parce qu'ils sont beaucoup on en a besoin. Oui, on en a besoin en termes de compétences. Ils en avancent sur certains aspects. On a encore besoin d'apprendre. On a besoin de faire un apprentissage par les jointures, etc. Et tout. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, j'ai vu que la cérémonie d'ouverture, c'est une entreprise qu'on qualifierait même d'africaine. C'est Richard Achas, comme vous le disiez tout à l'heure, qui a eu ce marché. J'ai vu aussi quelque part une grande entreprise comme Publicis dans la communication. C'est l'agence Vaudou, je pense, qui était la partie qu'ils ont... Locale. Oui, local. Le local content. Voilà, c'est ça. Bon, Vaudou, qui est une entreprise connue, etc. Maintenant, il y a une autre dimension. Puisque quand on a parlé du long terme, la date m'est tombée dessus, c'est 2025. Parce que le président Ouattara, 82 ans. En octobre 2025. Voilà, en 2025, il pourrait ou il ne pourrait pas, ou il pense ou il ne pense pas être candidat à sa propre réélection. Ah, ça c'est un autre débat. On va rapidement dire quelques mots là-dessus. Mais éminemment, à mon avis, lié à cette canne qu'il a portée, qu'il a voulu. Cette canne qui doit être sa signature, comme celle de 1984 a été la signature de Houphouët-Boigny. Donc cette canne où la Côte d'Ivoire, qui est le géant ouest-africain hors Nigeria, même qui a dépassé le Ghana, qui fait 70 milliards aujourd'hui de dollars de PIB, alors que le Cameroun, l'alter ego, ou qui pense encore être l'alter ego, il l'était en 1984, mais pas aujourd'hui. Le Cameroun est relégué à 45 milliards et sous la menace directe dans le Sénégal, découvreur de gaz et de pétrole. Donc la Côte d'Ivoire de Ouattara voit à travers cette canne la possibilité d'imposer son leadership économique, culturel, etc. sur le reste du monde, puisque cette canne est suivie par 500 millions de téléspectateurs de 160 pays. Donc encore l'effet vitrine est là. Et je pense que si la canne se passe bien, sur tous les plans, réélire le meilleur d'entre nous, grand économiste devant l'Éternel et devant le FMI, devant tout le monde, qui aura prouvé par là que le rationalisme est la seule voie, est la planche du salut. Je pense que les Ivoiriens s'accorderont ou ne s'accorderont pas, parce que je le lis à travers le regard de notre cher. Peut-être qu'ils s'accorderont. Non, je vois un plaidoyer pour je sais pas, pour un X mandat. Pour le choix de ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui la stabilité. Mais on retient quand même que depuis son arrivée au pouvoir, la croissance est passée à 8% en Côte d'Ivoire. C'est déjà quelque chose de positif, mais nous n'allons pas nous éterniser. Oui, on ne va pas éterniser sur ça, mais je laisse Adama. Je laisse Adama finalement dans ses envolées lyriques finalement pour à propos de l'analyse de la situation économique. Mais une fois encore, je le dis, moi j'ai absolument pas la même en tout cas la même approche et puis la même analyse qu'Adama. Un président, pour moi, il travaille pour le pays. Il laisse en gros qu'on appelle ça des héritages pour un pays.
il n'a pas vocation à être éternel. C'est-à-dire qu'aussi bon il soit. Et donc, à un moment donné, vu l'âge, vu finalement, comment dirais-je, la lourdeur de la fonction, on voit bien avec ce qui se passe aux États-Unis. Le fait de vouloir mettre quelqu'un d'un certain âge pour autant de responsabilités, ça devient ridicule. On a vu également par rapport au cas du Gabon, le fait de laisser un président malade à la tête d'un pays, on voit bien finalement les conséquences. Donc, je dis juste, aussi bien, aussi incroyable que quelqu'un puisse laisser, il faut laisser l'héritage, ça ne lui appartient pas, il l'a fait pour le pays et que justement, on doit à un moment donné aussi donner un nouveau souffle demain pour le pays. Football business, c'est le thème du grand débat d'aujourd'hui. Nous y reviendrons sur naturellement, mais peut-être j'ai moins de compétences qu'Adama sur les concernant la succession du président Alassane Ouattara. Alors nous restons dans le football, dans la CAN 2023. Paris réussit en termes d'infrastructure, mais il y a également un couac criard qui est celui de l'absence de tickets. Oui, mais comme toute organisation, une fois encore, nous, on n'est pas encore rompus. C'est-à-dire que je laisse quand même, je suis indulgent. D'accord, il y a un enjeu, mais je suis indulgent. Dans le sens indulgent, c'est que depuis 84, on l'a rappelé, la dernière fois, la Côte d'Ivoire a organisé une grosse compétition, c'est en 84. Nous sommes en 2024. 40 ans après. Et sur 2 stades. Et sur 2 stades. Donc, en fait, il y a, je veux dire, tous les entrepreneurs comprennent ce que je dis. Là, on est sur 6 stades. Hein, effectivement. Oui. Et tous les entrepreneurs comprendront ce que je dis là. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui n'ont pas encore organisé qui ne savent pas commencer. C'est-à-dire que c'est toujours facile de critiquer. Je ne dis pas que je ne dis pas que c'est bien le fait de ne pas avoir de tickets, mais je dis en fait je suis beaucoup plus indulgent. C'est le fait que c'est une grosse organisation. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend souvent dans la douleur. Il y a des dysfonctionnements au départ, mais peut-être au départ, mais parce que quand j'ai vu les stades, mais c'était vraiment à l'ouverture, parce qu'effectivement, à l'ouverture, lors de la cérémonie de l'ouverture, effectivement, que le stade devait être vraiment plein, mais c'était parsemé. Donc, c'est pour ça que les gens ont fait. Mais quand j'ai vu les matchs, il y a des matchs, voilà, San Pedro, Yamoussoukro, Korogo, quand les Maliens jouent, le stade était plein. Donc, je pense que c'est quelque chose, en fait, que demain qui a dû régler. Maintenant, Adama a donné le nom de la société qui a gagné. Nouvelle génération de services. Exactement, nouvelle génération de services. Ils apprennent aussi, parce que je pense qu'avant ce gros marché-là, j'ai pas souvenir que cette société-là ait gagné, parce qu'une fois encore, au Cameroun, je pense pas que ce soit eux, au Gabon non plus, je pense pas que ce soit eux. Donc du coup, ils apprennent leur métier en fait en direct. Et donc du coup, moins indulgents. Effectivement, il faut qu'on améliore. Maintenant, on souhaite à la Côte d'Ivoire, si dans 5, 6 ou 8 ans, la Côte d'Ivoire réorganise, on a le même souci. Là, effectivement, là, on sera moins indulgent. Mais moi, Vous êtes aussi indulgent, M. Wade? Bon, indulgent, effectivement, parce que la société en question, elle a assuré sa part du job. Elle a mis en place un système de ticketing ultra moderne avec traçabilité de bout en bout. Maintenant, vous savez, le reste entre la nécessité économique pour un spéculateur de revendre son billet, ce qui est son droit absolu, son droit absolu jusqu'à preuve du contraire, et la nécessité sportive de voir un stade plein, il fallait trouver où mettre le curseur. Voilà. Maintenant, dans cette CAN, moi, ce qui me frappe vraiment, c'est la passion, les bas instincts. Et le fait peut-être de dire que Karl Marx s'était trompé en disant que la religion est l'opium du peuple. Je pense que le vrai opium, c'est le foot. C'est une religion, ça exalte à la fois les bas instincts de la foule, le sentiment national très fort, la fierté, le drapeau, ce qui fait que pour les politiques aussi, ça leur permet de bénéficier d'une pause, parce que le regard de l'opinion publique est complètement tourné vers la compétition. Donc ça permet aussi vraiment à l'espace politico de souffler un peu public, de souffler, de préparer les réformes, les lois de finances, de mettre un petit peu quelque chose, parce que le peuple en ce moment-là est complètement en transe. Et là, si le football n'existait pas, il fallait l'inventer. Je pense aussi que l'une de ses fonctions, l'une des fonctions de la CAN, créée en 1957, je pense bien même un peu avant l'Union africaine, l'une de ses fonctions, c'est de permettre de recréer l'harmonie entre les Africains, qui se rencontrent, qui se découvrent, qui se chamaillent. J'ai vu la rivalité, la très belle rivalité entre Camerounais et Ivoiriens. Et ça me donne des motifs d'espérer que
le panafricanisme est en train de se faire parce que c'est comme ça. Je vois aussi la rivalité, malgré les vicissitudes politiques entre Marocains et Algériens. Je me dis non, le panafricanisme va se faire. Donc c'est un peu ça, ce sont ces petites choses qui ne sont pas dans la comptabilité, qui ne sont pas dans l'évaluation de l'actif et du passif. Mais à mon avis, c'est ça qui fait la CAN aussi. Nous allons à présent mettre le curseur sur la transmission des matchs. La CAN est regardée aux 4 coins de la planète. Alors, comment New World TV a obtenu les droits de diffusion exclusive? C'est peut-être Adama, peut-être qui a les infos, mais moi, je suis juste content. C'est-à-dire que, en tant qu'entrepreneur, quand je vois des sociétés africaines faire des efforts, s'ils l'ont gagné, c'est qu'ils ont rempli parce que c'est un appel d'offres. Il faut envoyer des dossiers, il faut envoyer des garanties, il faut remplir les dossiers, il faut donner des gages. Donc, s'ils ont gagné, donc, ils étaient les meilleurs. Donc, moi, je suis content. C'est une chaîne que je suis pour certaines émissions, sauf elle monte, elle est bien. Et bon, moi, je suis juste heureux, en fait, que c'est eux qui ont eu le droit. Et puis c'est très bien. Une chaîne qui monte en puissance, mais qui est derrière New World TV? Je rejoins d'abord Rivo. On est toujours content de voir une entreprise africaine s'imposer, surtout à la loyale, parce que là, c'est des appels d'offres qui sont organisés au niveau international, avec comme partie prenante la CAF. Derrière la CAF, il y a la FIFA et l'État organisateur. Et je rappelle juste que New World avait déjà gagné les droits de retransmission de la Coupe du Monde, qui avait été rétrocédé aux télés nationales. Ici même, on avait assisté à une bataille homérique entre une télé privée et la RTS. Cette fois-ci, il réédite. Qui est derrière? Oui, la question est aussi intéressante. Donc, il y a eu beaucoup de spéculations parce que d'abord, jamais avant New World, les Africains n'ont gagné. Et ces droits-là, chez nous, je pense que c'était Canal et point barre. Et là, Canal s'est fait challenger et Canal, à chaque fois, s'est fait battre par New World. Donc, tout le monde a posé des questions, mais qui est derrière New World? Ce qu'on sait, ce qu'on avait écrit, c'est que New World aurait eu des assurances ou des garanties d'une banque qui serait, dit-on, proche de Patrick Motsepe. Certains ont parlé de Netbank, etc. Mais d'autres ont parlé de Sanlam. Mais tout cela, c'est des spéculations. Ce qui est certain, c'est que c'est une boîte togolaise qui est dirigée par des managers rompus à la tâche, qui ont fait de brillants parcours et qui, arrivé à un certain moment, ont usé de leurs influences, de leur capital social, leur capital financier, pour dire, voilà, créons quelque chose qui est de la cohérence. Et je pense que c'est ce qu'ils ont réussi. N'en déplaise à certains, c'est quand même une prouesse. C'est quand même une prouesse. Nous allons aller carrément vers la fin de cette antenne. Le mot de la fin, qu'en retenir brièvement à mi-parcours de cette CAN 2023? En tout cas, bravo pour le comité d'organisation ivoirien. C'est pas gagné. Cocan. Cocan. Je ne dis pas que les précédents Cameroun et Gabon, etc., et tout, en fait, ont même bien fait, mais là, quand même, on progresse en termes de standards. Adama, tout à l'heure, a parlé de ferveur. N'oublions pas, nous sommes une nation jeune. Quasiment 80% de nos populations ont moins de 20 ans. Ils ont besoin, justement, de ce que tu appelles l'opium. Je ne pense pas à l'opium, mais c'est juste en termes de divertissement. Tu vois, on était jeunes. Je pense que toi et moi, on est plus trop jeunes. On faisait du sport. Mais plus on avance en âge, instinctivement, on en fait moins. Et là, comme on a dit, voilà, ils ont 4 magnifiques nouveaux stades qu'on espère que du moins qu'ils vont être occupés par la jeunesse. Merci pour le spectacle. Grâce au comme Adama a évoqué lors de son introduction, un scénario hollywoodien. C'est génial. Donc avec la Mauritanie, avec les suspens, avec le match Gambie-Cameroun. L'adrénaline a surmonté. Match Gambie-Cameroun. Gambie-Cameroun, ça c'était incroyable. C'était c'est-à-dire que la sécrétion de la dopamine au maximum, c'est incroyable. Donc, merci vraiment pour ce joli spectacle. Nous, en tant que téléspectateurs, on apprécie. Et puis, pour le mot de la fin, donc là, je m'adresse à nos lions. Les lions, il faut ramener la coupe. Il faut bien préciser, parce qu'il y a plusieurs lions. Mais il n'y a qu'un seul lion. Tu sais, il n'y a qu'un seul lion. Je sais absolument rien. Il n'y a qu'un seul lion. Voilà, donc les lions de la Teranga.
Il faut nous ramener la coupe une deuxième fois et je pense qu'on est bien parti et j'ai pas de doute le fait que nous ne ramènerons pas la coupe à la maison pour la deuxième fois. Voilà. Alors, Monsieur Ouad, le mot de la fin. Alors moi, je fais mes pronostics en guise de mot de la fin. Je vois 2 finales. Ça, ce n'est pas l'analyste technique là de tout à l'heure. Là, c'est que j'ai consulté une voyante. Pendant que vous parliez, je parlais avec... Alors, Carrément. premier cas de figure. Si jamais le phénomène El Niño ne reprenait pas cette année, si Wall Street fermait tous les mercredis, je verrais une finale Sénégal-Cameroun. C'est possible, ouais. Maintenant, Là, on aura carrément Ça, la c'est le- réplique 2002, hein, Oui, Mali effectivement. 2002. c'est le Effectivement. premier cas de figure. Deuxième cas de figure, si jamais les Ivoiriens obtenaient la palme d'or de l'hospitalité, je vois une finale, bien sûr toujours avec le même scénariste d'Hollywood qui a fait le match Cameroun-Gambie. Je vois une finale Sénégal, toujours Sénégal, Mauritanie. Et là, on n'a pas encore fait de pronostic, etc. Mais ce sera le grand derby que tout le monde attend, que nous attendons depuis 2 générations. Et ce grand derby, voilà, je vous inviterai, je pense que pour la première fois, il faudrait qu'on puisse retransmettre en direct ce grand derby. Donc voilà les 2 cas de figure. Dans tous les cas, vive le football, vive les passions, hein, les bonnes passions autour de ce sport, et vive l'Afrique. Voilà donc ainsi se termine le grand débat d'aujourd'hui qui avait pour thème Cannes économique, qui gagne quoi? Et donc nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Nous vous souhaitons tout simplement bonne suite des programmes concernant la Cannes 2023, que le meilleur gagne, Que l'Afrique gagne. que l'Afrique gagne et donc à très bientôt.